Bonjour à tous, merci d'être venus. Donc aujourd'hui, oui, tout est bon pour le micro. Merci d'être venus. Donc aujourd'hui, on parle d'Europe et plus spécifiquement d'Europe de l'Est. On va un peu parler d'Europe de l'Ouest aussi pour voir si on peut comparer les deux systèmes, si on peut dire. Et puis aussi parler d'Europe de l'Est, ça veut un peu rien dire, parce que c'est pas une région uniforme. On mélange pas les Allemands et les Espagnols, on mélange pas non plus les Estoniens et les Roumains. Réduire l'Europe de l'Est à la cybercriminalité, c'est un cliché, c'est entièrement faux. Il faut quand même rappeler que le centre européen de cyberdéfense est en Estonie. Le centre de l'OTAN de cyberdéfense est en Estonie. Le centre européen de cybersécurité est en Roumanie. Et on a de la chance d'avoir beaucoup de VIP aujourd'hui qui vont tous nous expliquer un peu comment ça fonctionne dans leur pays, comment on peut comparer. La conférence se fera aussi en anglais, en français, on va un peu alterner. Et je vais laisser chacun de nos invités se présenter. Bonjour tout le monde, je m'appelle Piret Urb, je viens d'Estonie. Sorry, I'm going to speak in English mainly, but I fully understand, so if you come to... Je suis désolée de parler en anglais, mais si vous voulez, je comprends le français. Donc, je viens d'Estonie, de Riia, qui est le centre de cybersécurité. Olivia Blanchard. Je viens de France, mais je travaille en Slovaquie, chez Globsec. Je suis chercheur associé et responsable de projet pour la Danube Tech Valley Initiative. Bonjour, Lumena Duluc, directrice du CLUSIF, une association d'experts en cybersécurité. Nous sommes basés au campus cyber. Bonjour tout le monde, Pascal Steichen, je suis du Luxembourg, de la Maison de la cybersécurité luxembourgeoise et je représente aujourd'hui également le Centre européen cybersécurité de Roumanie. Donc voilà, je porte les deux casquettes Vest et Est aujourd'hui. Carole Maigre, je viens de l'Estonie également. Je travaille au e-Governance Academy, where I'm head of the cybersecurity programs. E-Governance Academy is implementing various development aid projects in East mostly. And very glad to be here. Thanks. Thank you, everyone. Let's start with Estonia. Commencez avec l'Estonie d'abord. Et Pirette, comment est-ce que comment vous avez construit votre cyber-résilience? Merci beaucoup. Je pense que vous savez que vous connaissez notre histoire, mais parfois c'est bien de recommencer au début. Donc, je vais pendant quelques minutes, je vais vous dire d'où on vient. Dans le début des années 90, quand il y a eu l'effondrement, on n'avait rien. On n'avait pas ces systèmes de vieil héritage, donc on a dû définir quelque chose. À ce temps, le gouvernement était très innovatif et aussi très jeune, parce que tous ceux qui avaient un certain âge faisaient partie du Parti communiste, pas par choix, mais parce qu'ils étaient obligés. Donc, dans les années 90, le gouvernement était composé de jeunes personnes, de personnes qui n'avaient pas fait partie de cette période rouge. Donc, ils voulaient faire avancer le pays très vite. Donc, ils ont eu le courage de prendre le système à bras-le-corps. Ils voulaient que le système fonctionne parce qu'il n'y avait rien. Donc, il fallait faire quelque chose. Et donc, ils ont ils ont passé en revue les solutions. La carte d'identité électronique, c'était une des choses importantes qui ont été faites. Ce n'était pas une bonne décision. Cette décision a été rendue obligatoire en 2002 et ça a été une décision difficile à prendre, le fait que ce soit obligatoire. Il y a des gens qui ne voulaient pas
que cette carte d'identité numérique soit mise à jour. Mais quand les services numériques ont commencé à se développer, les gens ont vu toute la valeur de ce genre d'outils. Vous ne devez pas sortir et puis faire la queue ou passer des coups de fil répétitifs. Donc, vous avez les choses qui sont faites en ligne et vous ne devez pas sortir et faire la queue dans différents bureaux, organisations et prendre du temps sur votre temps de travail. Donc tout le monde a commencé à développer des services numériques et les gens ont commencé à comprendre à quel point c'était facile. Donc c'est comme ça que ça a commencé parce que on n'avait pas un vieil héritage. Ils ont dû commencer tout à partir de zéro. Et en plus de ça, la cybersécurité était importante parce que les systèmes numériques devaient être sécurisés. Donc c'est pour ça qu'on a commencé à réfléchir sur des différentes fonctions qui devaient être remplies, la gestion des incidents, etc. Donc en 2006, on a commencé à créer ces équipes de spécialistes et c'est comme ça qu'on a fait face aux cas difficiles en 2007. La stratégie sur la cybersécurité a été adoptée en 2008. On a une loi qui est passée sur la cybersécurité. On a un plan qui a été établi jusque 2018. Donc le pays a adopté les lois européennes et IAS 1 et toutes ces lois qui ont émergé et on a toujours été très friand d'apprendre ce que d'autres pays faisaient. Hier, je viens de Prague, on a eu des réunions avec nos collaborateurs tchèques et ils se considèrent eux aussi comme faisant partie de l'Europe de l'Est. En fait, on est une petite région comparée à l'Europe et à d'autres régions dans le monde. Donc, je pense que c'est important que nous soyons unis et de plus en plus unis dans cette situation mondiale et au vu de ce qui se passe dans le monde. On ne peut être plus fort qu'ensemble. Donc, ce que je voulais dire ici, c'est que je viens d'autres pays aussi parce qu'on essaye d'apprendre d'autres pays, bien évidemment, et ce qui est fait là-bas. Donc, tout le monde apprend à partir de ces mauvais cas et de ces erreurs. Donc, on a eu quelques mauvais cas qui sont arrivés dans les pays du Sud et ils ont décidé d'augmenter leur cybersécurité parce qu'ils ont touché du doigt ce qu'ils devaient faire et ils voulaient devenir efficaces et changer les choses. Il y a eu des mauvais cas dans les États-Unis, les attaques dans les hôpitaux aussi, dans des pays, dans ce pays-ci, la France. Et tout le monde commence à s'impliquer là-dedans et ce genre de cas est généralement un signal d'alarme pour les gouvernements aussi. Donc, 2007 était un tel cas, mais on a essayé de tirer les leçons de ce mauvais cas. Donc, j'essaie de ne pas être trop longue, mais peut-être qu'aussi je voulais insister sur le fait que un pays comme l'Estonie, les choses le système qu'on a mis en place a très bien fonctionné. On a les centres de cybersécurité qui sont dans la même agence. Il y a une partie qui développe le gouvernement numérique et développement des services et des éléments clés. Et l'autre partie s'occupe de la partie de cybersécurité dans tous les pays. Chaque partie est au courant de ce que l'autre partie fait. Et donc, s'il se passe quelque chose pour d'un côté, l'autre côté peut réagir directement. Donc, les gens sont impliqués, les gens savent ce qui se passe et c'est l'état des choses en ce moment. Oui, on peut comprendre que
2007 est vraiment très tôt si on regarde l'historique de la cybersécurité. Les criminels russes vous rappellent ou vous font penser comment il faut être capable de se défendre. Oui, oui, bien sûr. Oui, on n'a pas eu le choix en fait. Tout est numérique et quand tout est numérique, la sécurité doit être garantie. Et il y a eu beaucoup d'étapes à suivre. Ce qui a été notre force depuis le début, c'est que l'Estonie a toujours utilisé les PPP, les partenariats privés-publics. Donc, dans notre cas, dans notre agence, le centre de cybersécurité, il y a un service pour que nous soyons le plus efficaces dans les deux secteurs. Le pays est à la fois privé et public, donc il faut que la responsabilité fasse partie de la donne. Et dans les années 90 et en 2000 aussi, ça n'aurait pas été possible de procéder à ce développement rapide si on n'avait pas eu l'aide des pouvoirs publics. Donc, le gouvernement a toujours gardé le secteur public réduit à une petite taille. Donc, il considère que le secteur privé peut être plus efficace et mieux informé. Notre secteur privé, les sociétés qu'on connaît, ont des bureaux, des sièges dans d'autres pays. Donc, s'ils participent aux achats publics, ils ajoutent leurs propres connaissances. Et donc, on doit leur construire une nouvelle couche de sécurité, de nouveaux outils en ce qui concerne la sécurité. Donc, on peut faire face aux défis qu'on doit affronter. C'est parfois difficile, mais on fait du mieux qu'on peut. L'année dernière, par exemple, l'année dernière, il y avait en avril, tous les ans, il y a un exercice de cybersécurité, Locktilt. Il y a une explosion des attaques cybernétiques. En août, quand le gouvernement a pris la décision que c'était le dernier moment pour faire tomber les monuments de l'Union soviétique et de faire disparaître des musées, etc., des places publiques. Donc, et il s'est passé des choses très folles sur nos réseaux. Le Parlement a demandé à nos voisins qui étaient des régimes autocratiques et ça a donné lieu à des attaques cyber. Donc, plus vous partagez des choses, plus vous passez des choses, plus vous développez votre résilience et vous n'avez pas le choix de le faire. Merci Pierrette, très intéressant ce que vous venez de dire parce que on ne doit pas penser en termes européens, oriental, occidental, parce que l'Europe est un continent. Mais vous travaillez beaucoup avec tous les pays européens, avec d'autres pays étrangers aussi. Est-ce que vous pensez que nous, les Occidentaux, nous pensons plus en façon comme communauté? Oui, je pense que nous devrions penser comme ça, mais je pense que c'est la réalité. Encore, l'Europe est divisée en l'Est et l'Ouest, ça perdure, mais la partie Est
parle plus fort maintenant quand il parle de tout ce qui est cyber. C'est juste en fait parce que la Pologne, la Roumanie ont reçu des attaques après l'attaque de l'Ukraine. Ils ont réagi très très rapidement à cause de leur souvenir de l'occupation soviétique. C'était une réaction très forte et un soutien très fort a été donné à l'Ukraine. On augmente les achats et les investissements pour la défense au niveau numérique. On donne beaucoup de soutien à l'Ukraine et à d'autres pays membres. Je ne suis pas tout à fait sûre que c'est juste que toute l'attention se porte sur l'Est. Les pouvoirs en cybersécurité, en cyberdéfense sont interdépendants et sont liés au pouvoir économique comme la France et l'Allemagne. Quand on pense aux derniers développements en cyber, il ne faut pas qu'on laisse de côté le Royaume-Uni qui a publié sa nouvelle doctrine sur le cyberoffensive. Il faut qu'on aille de l'avant. Et il y a aussi le lien transatlantique. De façon plus générale, je pense que c'est important pour les pays qui pensent de même de travailler ensemble. Que vous soyez en Ukraine ou dans d'autres divisions dans l'espace cyber, on voit souvent les pays qui pensent de même contre l'Iran, la Russie. Mais quand on pense à la défense et à la sécurité en Europe, c'est important que nous ne restions pas trop indépendants des États-Unis. Qui sera le prochain président? Qu'est-ce qui va se passer à la Maison-Blanche? Donc, l'Europe de l'Est dépend beaucoup des forces américaines. Et on doit mettre ça en regard avec l'Europe occidentale qui réclame une plus grande souveraineté, de façon à ne pas nous trouver pris en otage par une autre erreur du type Trump lors des prochaines élections. En étant proche de l'Europe occidentale, c'est pas toujours facile. Au forum, quand les 27 membres sont représents et parlent ensemble, il y a toujours l'un ou l'autre qui n'est pas d'accord et qui se détache des États-Unis. Se détacher des États-Unis est logique, mais comment on peut être d'accord à 27 sur la cyberdéfense en ce cas? Oui, je pense que c'est une bonne question. Les détails doivent être suivis avec l'ouverture, le discours d'ouverture avec les mots du ministre breton. C'est difficile de parler de façon univoque parce que les différents pays d'Europe évoluent à différents niveaux de maturité. L'Union européenne a fait un énorme travail pour augmenter le plus bas dénominateur commun grâce à des lois comme le PDRG, la directive LIS 1 et 2. Quand je voyage dans le monde avec des pays orientaux de l'Europe de l'Est, ils veulent être en ordre avec les lois LIS. Les Balkans de l'Ouest et la Moldavie doivent se plier aux listes. Les pays d'Amérique du Sud, par exemple, au lieu de réinventer la roue, veulent aussi suivre ces directives lisses. Suivre une loi qui vous aide à augmenter la résilience des infrastructures, des données critiques, ça fait du sens. L'Union européenne est utile et
créer de bonnes normes. Parler d'une voix est quelque chose de difficile, mais il y a des bons exemples où l'Union européenne peut s'assurer que le plus petit dénominateur commun augmente. Les pays de l'Europe de l'Est pensent plus à cette réglementation de l'Union européenne que l'Europe occidentale. Je ne voudrais pas faire cette division. En parlant du point de vue estonien, je pense que c'est important pour nous de travailler avec tous les acteurs cyber qui sont de poids. On a parlé à la République tchèque où la philosophie estonienne est très importante. Recevoir pour eux l'attention politique est importante. Et c'est le cas en France aussi, je pense. L'assistance ici a probablement plus d'experts. Il y a des opinions plus récentes. Le Royaume-Uni, comme je l'ai dit, les Pays-Bas. Donc, pour l'Estonie, c'est important de travailler avec les acteurs principaux de la cybersécurité ensemble ou de façon bilatérale quand on doit faire face à des attaques qui sont soutenues par le gouvernement ou la France avec les Nations Unies, travailler en plateforme. Je ne voudrais pas faire cette différenciation, mais ce qui est important, c'est le fait que les gens pensent de la même façon en ce qui concerne la cybersécurité et le cyberespace. La question est de savoir comment on peut aller de l'avant ensemble et comment ça peut se développer en face de la Chine, l'Iran, par exemple, et comment on peut approcher tout ça. Maintenant, sur la partie un peu plus économique, si on peut dire. Est-ce que vous remarquez, alors on sait que maintenant tout le monde doit investir dans la cyber, même si ça ne plaît pas toujours aux entreprises parce que ça ne rapporte pas directement de l'argent, ça ne vient pas tout de suite, mais est-ce que vous voyez dans les pays dans lesquels vous travaillez un raisonnement, un pragmatisme plus important dans cet investissement? Tout d'abord, je vais commencer par préciser les pays sur lesquels je travaille. On parle dans cette table ronde de l'Europe centrale et de l'Est, mais je me focalise particulièrement sur les pays de la région de Danube, tels que définis par la stratégie européenne pour la région du Danube en 2010 par la Commission européenne. Donc ça commence en Bavière, dans le sud de l'Allemagne, puis jusqu'à Odessa, en Ukraine, en passant par exemple par la Slovénie ou la Serbie. Alors, en termes d'investissement, au cours des 20 dernières années, si on se focalise sur les startups de la région, et qui couvrent dans ce cas aussi une grande partie de la région d'Europe centrale et de l'Est, on peut voir une tendance très stable avec un pic notamment des investissements dans les startups cyber entre 2005 et 2007, ce qu'on pourrait associé d'abord avec l'entrée dans l'UE de plusieurs pays d'Europe centrale et de l'Est. On peut penser à la Roumanie, la Slovaquie, la Slovénie, la Tchéquie, ou bien encore la Hongrie. Et puis ensuite, en 2007, entre 2007 et 2009, on a un nouveau sommet qui est atteint en termes d'investissement dans les startups cyber de la région à 188 millions d'euros par exemple en 2008, et on pourrait associer ça par exemple aux cyberattaques russes, comme l'a mentionné Pirette tout à l'heure, contre l'Estonie en 2005, ou bien encore l'invasion de la Géorgie en 2008. Car finalement, suite à ces attaques, la cybersécurité est devenue un sujet de prédilection pour les privés comme pour les publics. Faudrait aussi rajouter que la Slovaquie et la Bulgarie, par exemple, sont des pays qui sont très ciblés par des campagnes de désinformation russes et des cyberattaques, mais aussi de l'intervention chinoise dans les mêmes stratégies, notamment en République tchèque. Ensuite, finalement, entre 2010 et 2015, il y a pas une véritable tendance qui se
qui se manifestent, mais finalement, à partir de 2015, les investissements dans cette région ont complètement explosé et ont été croissants jusqu'en 2021 avec un pic à 256 millions d'euros investis dans les startups cyber de cette région. À ce jour, on référence 373 startups et scale-up cyber dans les 14 pays de la région Danube. Et si on se focalise sur l'origine des fonds, ils sont pour la plus grande partie originaires de l'Union européenne, puis dans un deuxième temps, ils sont domestiques. Ça veut donc dire qu'ils sont originaires de la région elle-même. Et enfin, le troisième plus grand investisseur dans les startups cyber de l'Europe centrale et de l'Est ou de la région Danube, ce sont les États-Unis. Le cyber, dans la région, a atteint une valorisation des startups à 68 milliards d'euros en 2022. C'est assez conséquent, mais si on compare avec le reste de l'Union européenne, finalement, ce n'est pas un montant si élevé que ça. Et puis, finalement, si le cœur cyber de l'Europe bat à l'Est, j'aimerais aussi préciser qu'il bat particulièrement dans le cœur des hommes, parce que les 373 startups et scale-up de la région qui ont reçu ces financements sont principalement fondés par des hommes. Seulement 14 de ces entreprises sont fondées ou cofondées par des femmes. Ah, merci, c'est bien de le préciser aussi, on n'en parle pas assez, il suffit je pense de se promener dans le forum pour le remarquer. Sur cyber aussi, ça ne veut pas dire parfois grand-chose aussi, surtout quand on parle d'experts. Est-ce qu'il y a des secteurs dans la cybersécurité qui sont privilégiés dans ces pays? Oui, il y a quelques sujets qui sont privilégiés dans la région. Il y a d'abord la sécurité publique, le cloud infrastructure, la protection des données ou l'accès de sécurité, mais surtout, on a une priorité dans la région sur la sécurité informatique et les antivirus. On peut penser aux champions d'antivirus qui sont dans la région, notamment Avast de la République tchèque ou bien encore AVG. On a aussi Bitdefender de la Roumanie et puis S7 de la Slovaquie. Mais finalement, ce n'est pas assez déterminant pour la région, puisqu'en fait, la région du Danube, elle a un focus plutôt sur des industries plus traditionnelles, notamment l'industrie du transport et de l'énergie, dans lesquelles on retrouve énormément de start-up. Pour vous donner encore un peu quelques chiffres, finalement, en fait, quand on regarde le top 5 des industries qui ont reçu le plus d'investissements dans les start-up dans l'Europe centrale et de l'Est, l'industrie qui est leader, c'est l'enterprise software. On peut penser par exemple à des entreprises comme Grammarly ou EPAM qui viennent de l'Ukraine, qui ont reçu 80 milliards d'euros en 2022 d'investissement. Et en comparaison, et finalement, en fait, la cybersécurité, en termes d'investissement, n'arrive qu'en 5e position en Europe centrale et de l'Est. Et après, si on se focalise sur la région Danube, finalement, ça n'a rien à voir, puisque l'industrie qui reçoit le plus d'investissements, c'est en première position, c'est l'industrie du transport, avec pratiquement 2 milliards d'euros investis en 2022 dans les startups locales, puis l'énergie. Et finalement, en fait, la cybersécurité, en termes de croissance économique, elle n'arrive que bien plus tard dans ce ranking, en fait. Mais il y a en fait quand même un développement important de la technologie et de l'innovation dans la région. En Slovaquie, par exemple, c'est, donc, comme je disais, l'industrie du transport et l'énergie qui sont en pole position, avec notamment le développement des batteries électriques. On peut penser à des entreprises comme Innobat, qui sont vraiment leaders dans ce secteur et qui montrent la voie aux Slovaques et aussi aux entrepreneurs des autres régions d'Europe centrale et de l'Est. Il y a une capacité d'innovation qui est présente, mais qui a besoin un peu d'un coup de pied, un peu d'être secouée. Et finalement, je pense que cela va arriver
en changeant un peu le focus, le nerf de la guerre. Ce qui est important pour pouvoir donner l'opportunité de développer le cyber dans cette région du monde, c'est d'ouvrir l'accès à la formation. E7, le leader slovaque de la cybersécurité, va ouvrir d'ici fin 2027 le campus E7 de 55 000 m² au cœur de Bratislava. Et le but, évidemment, est de former des jeunes à l'innovation, des experts, des techniciens à l'innovation technologique et à la cybersécurité. Et à partir de là, je pense qu'il y aura un vrai changement dans la tendance en fait, d'investissement et de développement de technologies. Merci Olivia. Je me tourne vers vous, Lumina. Olivia a cité plusieurs, alors on n'a pas parlé de champions, mais de grandes multinationales qui sont nées dans ces pays, qui forment, qui embauchent. Est-ce que nous, alors on a aussi entendu l'Estonie, qui a un système très intéressant de coopération entre le public et le privé. Est-ce que nous, on a un réveil un peu tardif, mais bon, qui arrive avec le campus cyber par exemple? Est-ce qu'on a besoin de plus d'entreprises aussi qui s'investissent? Est-ce qu'il faut regarder un peu à l'est pour voir comment ils font pour reproduire ce système? Alors, au niveau des entreprises aujourd'hui en France, on peut quand même constater que oui, le campus cyber et d'autres France Relance, où le gouvernement a décidé de donner des moyens pour mettre la cybersécurité en avant, les entreprises, et de donner un élan. Mais ça existait déjà avant. Peut-être qu'on est trop modeste ou trop timide aussi, qu'on n'accepte pas peut-être de mettre trop en avant ou une fierté sur ce niveau-là. En tout cas, on voit des startups qui se montent, peut-être pas assez. On en voit qui se font racheter par des structures étrangères. Donc, ça veut bien dire qu'on a des pépites qu'on n'arrive peut-être pas à mettre suffisamment en avant. Donc, maintenant, on essaye de se donner les moyens de pouvoir le faire. Il y a une coopération entre les entreprises pour monter des projets, des produits ensemble. Il y a des associations qui se sont aussi installées dans l'écosystème français à ce sujet-là. Donc, on a vraiment la volonté de faire cette coopération qu'on voit dans d'autres pays, des coopérations qui sont privées, publiques, des coopérations de tout niveau, en prenant en compte cette menace qui est croissante. La superficie, enfin la surface d'attaque est de plus en plus large et il faut vraiment travailler ensemble. Donc le main dans la main, il est là. Maintenant, il faut aussi plus de moyens, c'est sûr. Il faut. On a vu aussi que il y a les collectivités qui se font plus attaquer. On leur donne aussi des impératifs. Donc il faut qu'il y ait des produits qui soient en face et qui répondent aux spécificités des uns et des autres. Alors, il y a quelque chose à construire et ça ne passe que par la discussion et les moyens financiers. Alors peut-être qu'on est encore un peu trop timide. En tout cas, le campus qui se déploie maintenant aussi dans les régions, puisqu'il y a des partenariats qui ont été annoncés pendant ce FIC, ça va pouvoir faire développer l'écosystème aussi en local, parce qu'on n'a pas besoin non plus que des structures multinationales ou autres. En tout cas, on a quand même, moi j'ai un cas qui me parle beaucoup, c'est cette entreprise qui s'appelle Framatome, qui a racheté une boîte étrangère en cybersécurité. Et c'est suffisamment rare pour le préciser. Ils ont racheté aussi d'autres entreprises, mais on voit des développements de business units spécifiques qui vont être vendus dans des entreprises qui, à la base, n'avaient pas leur activité principale dans la sécurité de l'information, qui se développent. Donc, oui, face à la menace, il faut être créatif. Et ça prend forme. Ça prend forme par ces campus, ça prend forme avec l'arrivée des CISERT, ça prend forme avec cybermalveillance et le label Expert Cyber qui fait que des entreprises se forment pour pouvoir répondre à des menaces sur les TPE, PME qu'il ne faut absolument pas oublier. On a la chance au CLUSIF d'avoir des associations autonomes et indépendantes dans les régions et aussi ultramarins. C'est aussi important parce que la France, c'est pas que l'Hexagone, et ces coopérations avec les pays qui sont frontaliers ont aussi tout leur importance. Voilà, donc il y a énormément de choses à faire et on a cette chance d'avoir cet élan. Donc il faut se mettre vraiment dedans et arrêter d'être peut-être trop timide et pas assez fier ou revendiquer notre force. C'est vrai, on parle cybermalveillance, c'est un cas assez unique et qui intéresse beaucoup en Europe. Mais vous avez cité aussi un exemple intéressant de rachat à l'étranger, ce qui est assez rare en France. On n'a pas cette mentalité
qu'ont d'autres entreprises de très rapidement s'étendre une fois qu'elles ont un peu la main sur un marché local. Est-ce que vous dites ce serait mieux de réfléchir à une extension un peu? On est peut-être timide sur mettre en avant ce qu'on sait faire. Est-ce qu'on est peut-être aussi timide sur l'investissement pour aller voir ailleurs? Alors, je viens juste de penser qu'il y a une société qui s'appelle Glimpse, qui est plutôt en région Bretagne, qui se développe et ouvre au Canada. Donc au final, alors c'est pas l'Est, désolé, mais il n'empêche qu'il y a des volontés, c'est peut-être une nouvelle génération, c'est de nouvelles habitudes, une nouvelle perception, peut-être plus d'ouverture, la mobilité. Enfin, la pandémie a fait changer aussi les pratiques, mais les mentalités aussi. Et peut-être qu'on a plus envie de se dire j'ai envie de vivre ailleurs et de m'implanter et ça crée des envies. Enfin, en tout cas, il y a certainement un besoin d'énergie et de vent nouveau. Donc oui, ça va arriver et ça arrivera forcément. À défaut d'être racheté, on peut espérer de se les garder en fait aussi et de leur donner les moyens de se développer et de grandir. C'est aussi ça qui est extrêmement important. Sur la partie formation aussi, alors un effet un peu historique des anciens pays du bloc soviétique qui ont extrêmement travaillé sur les maths, souvent de manière un peu forcée, et donc qui partent avec une base un peu culturelle dans le niveau formation universitaire de se tourner vers les maths. On a toujours eu des médailles Fields, de grandes récompenses en France, mais ils partent très rapidement à l'étranger. Souvent, ils finissent en Allemagne ou aux États-Unis. Est-ce que en termes de cyber aussi, il ne faut pas réfléchir à un grand plan au moment où on manque quand même de personnel? Ah bah ça, la formation, je pense que c'est indispensable. Alors la formation aussi, on a une pénurie de ressources, et je dis bien ressources, hein, les personnes qui sont là, parce qu'on dit souvent talent, sauf qu'en mettant talent, on va freiner certainement des gens, des personnes et des jeunes femmes aussi, qui voudraient se lancer dans la cybersécurité, parce que si on met talent, ça veut dire qu'on attend des personnes qui sont douées ou particulièrement performantes, et on va se mettre des freins naturellement. Si on n'a que des champions et des talents, est-ce qu'on a envie de se dire, est-ce qu'on se dit quand on a 18 ans, est-ce que ça va nous parler et est-ce qu'on se sent suffisamment solide pour le faire? Pas sûr. Ensuite, on a certainement un problème par rapport à la question scientifique. Alors, on ne reviendra pas sur qu'est-ce qui s'est passé les années précédentes en France sur les matières scientifiques, mais en tout cas, il faut qu'il y ait des jeunes femmes qui y aillent plus. Et de toute façon, arrêter de se dire que la cybersécurité, ce n'est que de la technique. Il y a tout un panel de métiers dans la sécurité de l'information, et il faut vraiment aller dans une vision beaucoup plus large, donner la chance à des profils qui n'étaient pas prévus pour d'y aller, parce que c'est cette diversité et cette richesse de vision qui permettra. Les cyber-malveillants sont assez astucieux, il faut l'être aussi, et puiser dans toutes les ressources possibles et inimaginables presque pour pouvoir lutter contre. Donc, ce panachage de profils différents, pas forcément techniques, il faut former, ça veut dire qu'il faut y avoir un plan de formation initiale mais aussi continue, détecter les personnes et les profils des gens qui ont des appétences, des soft skills qui pourraient correspondre à la cybersécurité. Ça veut dire qu'il y a un point non seulement de formation, mais RH dans les entreprises pour qu'elles comprennent qu'il y a peut-être des profils qui n'étaient pas initialement ni techniques, ni dans la sécurité, dans la cybersécurité, mais qui pourraient totalement y répondre parce qu'ils sont plutôt performants et ils ont intuitivement cette curiosité, cette appétence à vouloir comprendre et éviter les contournements ou contourner pour comprendre justement comment l'éviter. Voilà. Donc c'est quelque chose qu'il va falloir effectivement mettre un peu plus, et puis arrêter aussi peut-être de se dire qu'il faut sensibiliser les gens. On ne veut pas les rendre sensibles, on veut les rendre plus forts. Donc il faut faire passer un cap au-dessus, c'est de la prévention, c'est de la formation, et avoir une vraie destination à ça. On fait ça pour les pompiers, on fait ça pour les gestes qui sauvent. Maintenant, c'est d'autres gestes qui sauvent, mais il va falloir se les approprier aussi. On a déjà nos slogans de campagne, je pense. Pascal, je me tourne vers vous. Vous êtes le directeur du Centre de cybersécurité européen, qui est placé en Roumanie. Ce n'est pas un choix anodin, la Roumanie, c'est un symbole, et je voudrais vous demander pourquoi. Alors, tout d'abord, je ne suis pas le directeur, mais le président. Donc, c'est pas une tâche 100%, c'est une tâche voilà, que je fais à côté. Je représente donc le governing board, comme ça s'appelle, du centre, qui est un centre européen, donc une sorte d'agence européenne.
Et en Europe, vous le savez peut-être, l'objectif, c'est de décentraliser, diversifier les localisations des différents centres de compétences ou centres actifs européens, agences et autres. Et donc, le choix du centre de compétences européen s'est porté sur la Roumanie, qui était, à mon avis, un choix combiné entre politique et stratégie. Parce que donc on voit quand même que dans l'Est, et ça a été dans ce qu'on appelle l'Est, et ça a été mentionné déjà plusieurs fois, que le pourcentage de gens qui font des études, de jeunes qui font des études plus techniques, aussi le pourcentage de filles, de femmes qui sont dans ces filières est quand même plus important que dans nos régions. Et d'ailleurs, je pense que notre panel ici représente tout à fait cette diversification, diversité. Et je suis content, voilà, d'être le seul homme dans ce panel aujourd'hui, qui est une force, qui est vraiment une force de l'Europe. Et je pense que justement le choix de l'Europe de vouloir donc diversifier, décentraliser les différentes agences, de placer ça dans les différents pays pour justement décentraliser, diversifier les efforts. Ce sont des éléments clés. La décentralisation, la diversification sont des éléments clés d'une résilience, je veux dire globale. Et le besoin de résilience, je pense qu'on se rend compte que c'est un besoin que maintenant tout le monde a sur l'agenda depuis les diverses crises et pandémies que nous avons vécues, que nous vivons encore. Et donc c'est vraiment cette force de l'Europe qui est présente. Vous avez mentionné aussi tantôt que c'est aussi un challenge de trouver des consensus entre les 27 pays. Et oui, cette force de diversification, c'est comme un muscle, hein. Il faut l'entraîner, il faut le cultiver. Et donc, il faut mettre de l'effort, il faut avoir des discussions, il faut avoir des interactions pour pouvoir identifier tous les points de vue, pour pouvoir discuter tous ces points de vue, pour pouvoir trouver des consensus et des stratégies futures communes qui vont renforcer l'effort commun. Et dans la cybersécurité, justement, c'est ça l'objectif de ce centre de compétences à Bucarest, qui est tout nouveau, hein, qui est en train de se mettre en place. Donc, on n'est pas encore 100% opérationnel. Peut-être juste pour dire deux mots sur le centre. Je pense que tout le monde dans la salle connaît l'Agence européenne de la cybersécurité, qui est l'ENISA, qui d'ailleurs se trouve aussi dans l'Est, dans le Sud-Est, en Grèce. Et le ECCC, donc le centre, le European Cybersecurity Competence Center, est vraiment complémentaire par rapport à l'ENISA. L'ENISA qui est actif plus dans l'opérationnel, dans la coordination des États membres, notamment en situation d'incident, en situation de crise, de coordonner les efforts des différentes agences publiques, d'accompagner la mise en place de stratégies cybersécurité nationale, de travailler sur le renforcement des infrastructures critiques dans le cadre de la directive NIS, NIS2, etc. Aussi un travail de certification récemment qui a été entamé par l'ENISA via la nouvelle réglementation Cyber Security Act. Avec tout ça, le CCC est complémentaire parce que le CCC va pas du tout s'occuper d'aspects opérationnels, mais va plutôt regarder vers le futur, va se concentrer sur le développement, la recherche, l'innovation, le renforcement des compétences, capacités, skills du marché européen. Donc le focus du centre, vraiment, ou l'objectif, c'est de créer quelque part ce qu'on peut appeler une autonomie technologique. Ici en France, on parle beaucoup de souveraineté.
Dans les textes européens, on utilise ce paraphrasage autonomie technologique pour la cybersécurité. Donc, ça passe, comme je l'ai dit, via la recherche, via tout ce qui est académique, éducation, mais aussi le sociétal, les technologies, l'industrialisation, renforcement des compétences et des capacités, pour justement renforcer la compétitivité de l'Europe dans le domaine de la cybersécurité. Donc vraiment, ça c'est l'objectif de ce TCCC. Et pour ça, il est important justement de considérer toute cette diversité qui est là, toutes ces forces, les différents exemples qu'on a entendus, mais aussi en France, dans tout plein d'endroits en Europe, il y a des champions, il y a des choses qui se développent, mais qui sont malheureusement peu visibles. Je dirais, il y a quelques personnes uniquement qui ont cette visibilité. Et donc là aussi, l'objectif de l'ECC, c'est de rendre ça visible, de montrer que une entreprise en France qui a un besoin de se sécuriser peut trouver ça éventuellement en France, mais si ça n'existe pas en France, c'est peut-être dans un autre pays européen où cette expertise existe. Et surtout nous au Luxembourg, on voit très bien que c'est très important de créer cette visibilité européenne, parce qu'au Luxembourg, on est très petit, donc il y a une certaine compétence en cybersécurité, donc on a naturellement un marché qui n'est pas très très petit non plus, mais quand même, on voit quand même que des entreprises qui recherchent des solutions, s'ils ne trouvent pas au Luxembourg, ils partent tout de suite vers les grands noms, je dirais, vers Outre-mer, Outre-Atlantique d'ailleurs, et donc vont chercher des solutions qui ne sont pas européennes. Et là, il y a vraiment un besoin de renforcer cette visibilité sur les compétences, l'expertise qui existe en Europe, et cet effort de plus collaborer ensemble. Et le CCC va jouer un rôle important dans ce domaine-là. Si je comprends bien, ce sera plus les entreprises qui sont peut-être visées par ce nouveau centre, ou est-ce que parmi les personnes qui sont présentes aujourd'hui à cette table, est-ce qu'on peut imaginer que vous serez amené aussi à parler avec elles sur des sujets de coopération ou sur un travail particulier dans leur pays? Alors non, oui et non. Alors clairement, il y a un focus sur, comme je dis, le développement du marché, donc tout ce qui est entreprise. Mais on parle dans la réglementation du SCCC de communauté. Donc la communauté cybersécurité, de déjà la définir, avoir une vue sur la communauté, à savoir qui sont tous les acteurs. La communauté, elle est là, elle existe, elle fonctionne. Je veux dire, on n'a pas besoin de la créer, mais de créer la visibilité, d'éventuellement connecter les différents sous-groupes ou les différents clusters qui se sont créés dans les différents pays, dans les différentes régions. Je prends l'exemple de France. On voit une très forte communauté autour de Rennes, à Bretagne, par exemple. Dans d'autres régions, il y a moins. Il y a moins de cybersécurité qui se cristallise. C'est important de créer cette visibilité, de voir qui a cette offre et de l'ouvrir vraiment à tous les acteurs. Donc, l'idée, c'est de créer une visibilité sur cette communauté qui inclut naturellement les entreprises, les service providers, donc les fournisseurs de services, mais aussi tous les instituts de recherche, les centres de formation, et naturellement aussi les utilisateurs, donc les entreprises qui ont des besoins, qui veulent se renforcer en cybersécurité pour récolter leurs besoins, pour pouvoir définir les stratégies de recherche, d'innovation. Et très intéressant, dans leur réglementation, il y a aussi marqué les structures, organisations qui sont plutôt dans le domaine de l'éthique. Parce que quand on parle de sécurité, cybersécurité, on connaît tous un peu les classifications entre black hat, white hat, grey hat, etc. Et
tout se joue là dans un certain niveau d'éthique. Est-ce que voilà, mes compétences ou ma connaissance de regarder derrière l'écran, d'analyser les systèmes, de trouver des vulnérabilités, est-ce que je veux les mettre à bénéfice, voilà, des bons et des méchants. Donc ça, c'est des choix qui se font à un moment donné dans la vie de personne. Et donc là aussi, il y a beaucoup d'efforts d'orienter, notamment les jeunes, d'aller vers une carrière et de pas tomber dans éventuellement une criminalité. Il y a eu énormément d'efforts en Europe déjà dans ce domaine-là. Dans le temps, on voyait, il y avait certaines régions où il y avait beaucoup de choses comme ça. Mais là aussi, il y a peut-être une coopération à faire avec d'autres pays plus larges pour renforcer cette activité. Et puis, ajouter un élément supplémentaire, c'est qu'entre, donc j'ai parlé de la communauté, j'ai parlé du centre européen. Entre les deux, il y a aussi encore quelque chose, c'est le réseau des centres nationaux. Donc il n'y a pas que le centre européen, donc il n'y a pas tout qui va se centraliser à Bucarest, qui va être décidé et fait là-bas. Non, pas du tout. L'idée, c'est que dans chaque pays, il y a ce qu'on appelle un NCC, National Coordination Center, un centre national qui est le référent ou qui est en liaison directe avec le centre européen et qui va justement se concentrer sur la communauté locale, qui va être proche de la communauté, qui va aussi pouvoir communiquer et faire en sorte que les acteurs locaux puissent bénéficier des fonds européens qui sont gérés par ce centre européen. Parce que le centre, il va gérer tous les fonds, que ce soit recherche, que ce soit innovation, que ce soit développement, déploiement européen en cybersécurité. Là, on parle pour les 5 prochaines années, on parle quand même de 5 milliards d'euros. Donc, c'est assez conséquent. Et j'ai entendu certains exemples où les investissements ne sont pas encore à une certaine hauteur, viennent souvent de l'étranger. Et je pense que c'est aussi un manque de visibilité, un manque d'accès, de facilité d'accès à ces types de financement européen qui, oui, sont complexes. Je veux dire, une PME ne va pas forcément s'investir là-dedans parce que voilà, il y a toute une série de formalités à faire. Et c'est là justement où ces centres nationaux vont jouer le rôle très important parce qu'ils sont là pour accompagner les petites structures, les structures nationales, locales, pour pouvoir bénéficier de ces financements et pour ainsi renforcer dans leur région, dans leur pays, localement la cybersécurité. Merci Pascal, c'est ambitieux en effet. Il nous reste quelques minutes. Est-ce que quelqu'un aurait une ou deux personnes auraient des questions ici? Oui. Il y a 5 questions dans la question. Peut-être un élément de réponse dans le tout nouveau programme qui s'appelle Digital Europe Programme, qui n'est pas spécifique recherche, mais qui est plutôt implémentation. Il y a justement un article, l'article 12, paragraphe 5, qui spécifie que les financements de ce programme sont uniquement au bénéfice des entreprises venant de l'Europe. Donc il y a là un élément qui va en direction de renforcer justement les acteurs locaux et de les rendre moins dépendants à des financements extérieurs éventuellement. Il y a un deuxième élément, deuxième projet qui n'est pas encore une réalité, mais qui va dans ce même sens. C'est la Banque européenne d'investissement a annoncé fin de l'année passée qu'ils ont fait une étude et qu'ils réfléchissent à lancer ce qu'ils appellent un fonds de fonds. Donc ils vont mettre, pour le dire simplement, ils vont mettre à disposition, je pense que c'est
2 milliards d'euros pour investir dans des fonds d'investissement spécifiques cybersécurité. Donc, pour faciliter la création de fonds privés, où ils vont dire, voilà, si des acteurs privés mettent sur table, je sais pas, 10 millions, 20 millions, 50 millions, whatever, eux, ils mettent la même chose. Et ils prennent ça de ce fonds de fonds, comme on appelle ça. Donc, 2 exemples d'actions qui vont un peu dans la direction de votre question. Okay, thank you everyone for coming. Merci beaucoup d'être venu, c'est très intéressant, j'ai appris beaucoup de choses. Merci, au revoir.